Bonjour, c'est ma deuxième vidéo et ça concerne la réponse sur le premier cas clinique déjà publié dans ma précédente vidéo. Et dans le lien, vous le trouvez dans la description en bas. Ce cas clinique est intitulé douleur thoracique avec SIFA. Il ne faut pas confondre rapidité et précipitation. En fait, ce cas clinique est inspiré d'un cas réel publié dans l'African Journal of Emergency Medicine sous la référence suivante. Si vous voulez plus de détails ou si vous voulez lire le véritable cas clinique, vous trouviez son lien dans la description. L'électrocardiogramme ou l'ECG est l'une des investigations les plus importantes et les plus fréquemment demandées dans la prise en charge d'un patient gravement malade. En effet, il est essentiel pour le diagnostic de certaines conditions potentiellement mortelles et sensibles au temps, telles que le syndrome coronarien avec ce décalage persistant du segment ST. Voici le CG par critique de cas clinique présenté sur ma précédente vidéo. En analysant cet ECG, on commence par le rythme. Si on compare les intervalles RR, ils sont clairement irréguliers. Il y a pendant de P visible sur ce tracé, donc on peut conclure que ce tracé est en arythmie complète par fibrillation auriculaire. Pour calculer la fréquence cardiaque, si le rythme est irrégulier, on prend un intervalle de 30 carreaux de 5 mm qui représente chronologiquement 6 secondes. On prend le nombre de QRS présents dans cet intervalle et multiplier ce nombre par 10 pour avoir une fréquence cardiaque moyenne par minute. Dans notre ECG, cette fréquence cardiaque moyenne égale approximativement 90 battements par minute. Mais qui tape à l'œil en première vue, c'est l'existence d'un décalage de plus de 2 mm en territoire inférieur et aussi en territoire latéral haut et bas. En fait, le médecin d'urgence a interprété cet ECG comme étant un ECG consistant avec un IDM inférieur et latéral en phase aiguë, et il a considéré qu'il y a une indication à la thrombolyse. Avant de commencer un traitement thrombolytique, il faut toujours vérifier et éliminer impérativement les contre-indications à ce traitement. Voici un petit rappel concernant ces contre-indications qui sont bien décrites dans les recommandations européennes 2016 concernant le STEMI. Premièrement, il y a les contre-indications absolues qu'il faut apprendre par cœur. Ces recommandations écartent d'emblée la possibilité de traitement thrombolytique dans la stratégie de prise en charge d'un syndrome coronarien avec élévation du segment ST. Deuxièmement, il y a les contre-indications relatives. Pourquoi relatives? Parce que lorsqu'on se confronte à un syndrome coronarien avec élévation de segment ST persistante et l'une de ces contre-indications se présente, dans ce cas, le jugement clinique de médecin joue un rôle très important. Ce médecin doit toujours peser le risque hémorragique et les bénéfices espérés par ce traitement. Si le risque hémorragique est minime par rapport aux bénéfices espérés très importants, comme par exemple devant un syndrome coronarien avec ce décalage de segment ST antérieur étendu, survenu chez un sujet jeune sans comorbidité sous-jacente. Dans ce cas, l'indication à la thrombolyse est toujours maintenue. Dans notre cas clinique, le patient est sous syndrome, donc présente une contre-indication relative à la thrombolyse, chose qui a poussé le médecin d'urgence à consulter son senior pour une meilleure prise décisionnaire. Avant de continuer, on va faire un rappel sur les indications de traitement anticoagulant chez les patients en ACFA. Ces indications sont bien codifiées par les dernières guidelines USC. Elles sont présentées en 2016 à Rome comme celle-ci. Premièrement, chez les patients porteurs de prothèses mécaniques mitrales ou aortiques et les patients qui présentent un rétrécissement mitral modéré à sévère, il y a une indication au traitement anticoagulant à base d'AVK comme le Syntron en classe 1, mais pas d'indication pour le moment au nouveau anticoagulant oraux direct dans cette situation. Deuxièmement, si le patient ne figure pas dans deux situations, il faut toujours apprécier le risque thromboembolique par le calcul de score Chasles-Fasque 2
qu'on va détailler dans la prochaine slide. Ce qui est nouveau dans ces dernières recommandations, c'est l'indication en première intention des AOD, anticoagulants directs oral, chez les patients en ACFA avec un shot de vasque supérieur ou égal à 2. Si ce traitement n'est pas disponible ou contre-indiqué, comme dans le cas d'insuffisance rénale chronique sévère, on met le patient sous antivitamine K dans cette situation. Si le patient a un shot de vasque égal à 1, il y a toujours une indication au traitement anticoagulant, mais dans cette situation avec classe 2AB. Ce qui est nouveau aussi dans ces dernières recommandations, c'est la particularité des patients en ACFA avec un shot de vasque égal à 0, qu'il faut plus anticoaguler, ni même pas les mettre sous antiagrégation avec classe 3B, vu que le risque hémorragique sous traitement est supérieur au bénéfice sur le plan prévention thromboembolique. Et ça est prouvé même pour l'aspégique, dont le risque hémorragique est égal à celle des antivitamines K. Voici la description de l'abréviation GSE-VASC 2. C, c'est cardiaque. S'il y a des signes ou des symptômes d'insuffisance cardiaque ou s'il y a une évidence radiologique qu'il y a une dysfonction VG, on met un point. Le deuxième point à rajouter, c'est H, qui représente l'HTA. Le premier A dans l'abréviation GSE-VASC représente l'âge supérieur ou égal à 75 ans, qui donne 2 points au score. D, c'est bien évidemment le diabète. S, stroke, qui est un terme anglais dont la traduction représente les accidents vasculaires ischémiques constitués ou transitoires, qui représente 2 points. Donc, si vous avez un patient aux antécédents d'AVC ischémique et il est en ACFA, il y a systématiquement une indication au traitement anticoagulant oral. V, vascular disease, ou maladie vasculaire, quelle que soit sa localisation, comme l'IDM ou la OMI, ou même si on a des plaques athéromateuses aortiques. Dans ce cas, on rajoute un point aussi. Donc, la deuxième A dans l'abréviation, c'est l'âge entre 65 et 74 ans. Et dans ce cas, ça donne un seul point. SC ou sexe catégorie, ou le sexe féminin. Contrairement aux maladies athéromateuses, le risque embolique en ACFA est important chez la femme plus que chez les hommes. Donc si on a une patiente donc de sexe féminin, on rajoute un point, mais ce point ne doit pas être mis en considération si la patiente ne présente pas d'autres facteurs thromboemboliques GSE-VASC. Dans ce cas, elle doit être considérée comme un patient avec un GSE-VASC égal à 0. Donc, il n'y a pas d'indication au traitement anticoagulant oral dans ce cas. Le médecin senior a bien analysé cette ECG. Il a suspecté qu'il y a une mauvaise réalisation. Et ça, pour les raisons suivantes. Premièrement, l'existence de dents de R amples et positives en aviaire. Deuxièmement, l'existence de QRS complètement négatif en D1 avec aspect QS profond. Et troisièmement, des QRS en V5, V6 qui ne ressemblent pas aux QRS en D1. Ce médecin a demandé de refaire l'ECG, mais le résultat était le même. Mais il était bien convaincu par son raisonnement, donc il a exigé de refaire l'ECG, mais cette fois-ci avec un autre appareil ECG. Et surprise, voici l'ECG réalisé avec le deuxième appareil ECG. Il y a une normalisation de l'axe QRS avec les QRS négatifs en aviaire et positifs en D1. Des QRS en V5, V6 qui ressemblent aux QRS en D1. La disparition du sous-décalage de segment ST en latéral et en inférieur, laissant en place un sous-décalage de segment ST non spécifique. Avec cette ECG, on peut éliminer un syndrome coronarien avec ce décalage persistant du segment ST et de même écarter l'indication au traitement thrombolytique. Donc, il était conclu qu'il y a un problème
avec le premier appareil ECG qu'on va détailler ultérieurement. Pour éliminer un syndrome coronarien, une série de dosages de troponine a été réalisée, revenant sans cinétique significative. Par contre, le bilan d'urgence réalisé était en faveur d'une anémie sévère avec hémoglobine A5, un TP effondré et un INR égal à 12, qui est en faveur d'un saignement occulte par accident aux AVK. Pour la douleur thoracique, il était conclu que le patient a présenté un langor fonctionnel lié à l'anémie. Après approfondissement de l'interrogatoire et accomplissement des renseignements sur les antécédents du patient, il s'est avéré que le patient a été traité pour sa pneumonie avec des macrolides et le patient n'a pas arrêté ses ANS. Ces deux médicaments, évidemment, augmentent par interaction médicamenteuse l'effet anticoagulant du Syntron. Les explorations radiologiques ont montré un hémopéritoine de moyenne abondance avec un hématome de psoas. Vous imaginez bien sûr quelles sont les conséquences gravissimes si un traitement thrombolytique a été administré dans cette situation. Revenons au mystère concernant le premier appareil ECG défectueux. Après analyse de toutes les étapes de réalisation d'ECG et après plusieurs essais, il a été conclu que le problème réside dans la boîte de raccordement des dérivations qui apparaît dans cette photo. Si on compare minutieusement les différentes couleurs des dérivations avec celles de la boîte, on remarque qu'il y a une discordance. Et l'anomalie réside dans l'inversement des fiches frontales et précordiales. Après enquête, il s'est avéré que le câble a été détaché de la machine peu de temps auparavant pour le nettoyage et il n'avait pas été correctement raccordé. Après correction de l'anomalie, voici le montage correct de la boîte de raccordement. J'ai choisi de faire mon premier cas clinique concernant les erreurs de réalisation ECG parce que la plupart des livres d'interprétation ECG consacrent peu ou pas d'espace à ce sujet extrêmement important. Il est impératif que les professionnels de la santé responsables de l'exécution et de l'interprétation des ECG soient conscients des conséquences de la réalisation erronée de cet examen, car elle peut modifier considérablement la conduite à tenir, entraînant des investigations inutiles, l'admission de patients à l'hôpital et même l'administration de traitements avec un risque de complications très important. Le mauvais positionnement de fil d'ECG peut entraîner des dommages significatifs pour le patient si le traitement essentiel est écarté ou si le traitement incorrect est administré uniquement sur les bases des résultats ECG. Le malpositionnement des électrodes est fréquent. Un ECG réalisé sur 20 comporte cette anomalie. Il induit des erreurs dans l'analyse du segment ST, comme il a été démontré dans notre cas clinique. Les mesures d'indice d'hypertrophie génèrent des fausses anomalies comme des fausses ondes Q, erreurs dans la mesure d'axe QRS. L'inversion des électrodes frontales est facilement détectée par l'existence d'une onde P en D1, D2 inversée, une onde E et un QRS positif en arrière, un QRS en D1 négatif qui ne ressemble pas au QRS en V5, V6. Pour les erreurs de positionnement des électrodes thoraciques, il suffit d'observer les ondes de R de V1 à V4 qui doivent augmenter de taille progressivement et les ondes de S de V3 à V6 qui dégraissent progressivement aussi chez le sujet sain. Si on observe une progression non harmonieuse de ces ondes, on peut suspecter qu'il y a un malpositionnement des électrodes précordiales, comme le démontre l'exemple suivant. Pour répondre à la dernière question de ce cas clinique concernant l'indication du Syntron chez ce patient, il faut tout d'abord réaliser une échocardiographie qui est systématique chez les patients en ACFA pour éliminer un éventuel rétrécissement mitral ou une dysfonction VG. Puis, il faut classifier ce patient selon le score Schatz-Vask
Donc, ce patient ne présente pas de facteur de risque figurant dans ce score, sauf une HTA qu'on peut la déduire de son traitement antérieur qui comporte un inhibiteur calcique et un EEC. Donc, pour répondre à cette question, posée par le parent du patient, il faut faire une échocardiographie et confirmer son HTA. Cette vidéo s'achève là. Je vous remercie pour votre audience. C'était la réponse sur le premier cas clinique intitulé douleur thoracique CFA. Il ne faut pas confondre rapidité et précipitation, qui aborde un sujet très important, qui est les erreurs de réalisation de CG et surtout l'inversion des électrodes. Pour plus de contenu, on se retrouve sur la page et le groupe Facebook dédié à la formation en cardiologie, ecardio.dz. Et n'oubliez pas surtout de s'abonner sur la chaîne YouTube qui porte le même nom.